Et si on parlait de sport ? Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par Laurent Garnier et Pauline Gaston-Gondut avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, c'est la 75e émission de Et si on parlait de sport ? Nous sommes très heureux avec Laurent Garnier de vous accueillir pour vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Merci à nos partenaires, le comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Profession Sport, Animation 31, Semper Connect et LG Consultant, qui nous accompagnent toute l'année pour la réalisation de ces émissions. Et oui Pauline, donc avec cette 75e émission, nous avons le plaisir d'accueillir Michel Betranu, qui est président du comité de ski Pyrénées-Occitanie, ainsi que Patrick Reynaud, qui lui est vice-président du comité et responsable de la commission citadine et commission développement, Pierre Faure, qui est responsable formation des cadres bénévoles, et Jean-Luc Foin, qui sera avec nous en ligne au téléphone, qui est le vice-président du comité. Voilà, ils sont venus en grosse équipe pour nous parler de ski. Et puis il y aura aussi Hervé Robert, qui est président du comité départemental de vol libre de Haute-Garonne, et là on va s'envoler avec lui. Il y aura aussi avec lui accompagné Dominique Ménez, qui est responsable régional de la formation à la Ligue Occitanie de vol libre. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Au sommaire, la découverte des Pyrénées avec le comité des Pyrénées-Occitanie, de la Méditerranée au sommet des Hauts-Pyrénées. Le comité de ski Pyrénées-Occitanie regroupe 31 stations sur plus de 300 km, offrant du ski alpin, du ski nordique et des espaces pour le freestyle, Et depuis 2017, de nouvelles stations phares comme les Hautes-Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées, comme la Montgy-Barège, le Tourmalet, Cauterets et Luzardiden. On rejoint le comité avec près de 10 000 licenciés et plus de 90 clubs. Le comité se place au 4e rang national et propose des activités encadrées pour tous, du loisir à la compétition, un riche programme de compétition. Chaque saison, le comité organise des épreuves de haut niveau jusqu'aux étapes de Coupe du Monde à Font-Romeu et Péragude. Alors, prêt pour une saison pleine de ski et d'émotions dans les Pyrénées ? En deuxième mi-temps, prête ou prêt à décoller pour un voyage entre ciel et terre, découvrir une discipline aérienne sans moteur où l'humain et la nature ne font qu'un. En vol libre, on s'élève dans les airs grâce aux forces naturelles comme le vent et les courants d'air ascendants. C'est une expérience unique pour les adeptes de parapente, deltaplane, cerf-volant et kite qui partagent un même objectif, une liberté inégalée et une harmonie au total avec la nature. Le vol libre, c'est bien plus qu'un sport, c'est une aventure sensorielle qui demande maîtrise, compréhension des conditions météorologiques et gestion de l'équipement pour une sécurité optimale. Les pratiquants puisent dans les courants thermiques pour se maintenir en l'air, parcourant de longues distances et admirant des paysages spectaculaires. Ce sport est une bouffée de sérénité, offrant des bienfaits physiques et mentaux incomparables et renforce le lien avec l'environnement, incitant à protéger les sites naturels. Mais avant le coup d'envoi de cette 75e émission, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport avant-match ? Et oui, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline. Oui, on va commencer avec un sport dont on ne parle pas souvent. Il s'agit du windsurf et avec la Coupe du Monde à Yokosuka au Japon, Pierre Mortefond s'offre de nouveaux titres à l'issue de la dernière étape de la Coupe du Monde. Champion du monde en slalom foil et en slalom X. Chez les femmes, Justine Lemétayer décroche son premier titre de championne du monde en slalom foil. Et on va passer au tir à l'arc. Vous vous souvenez, le tir à l'arc qu'on a eu aux Jeux Olympiques et le King of Archery Series à Eindhoven aux Pays-Bas avec la victoire du Français Thomas Chiraud qui lui est, souvenez-vous, vice-champion olympique. Passons au golf avec le DP World Tour Championship à Dubaï. Lors d'un finish irrespirable, le Français Antoine Rosner a arraché sa qualification pour le PGA Tour. Il termine à la 3e place, 15e de la race, tandis que Rory McIlroy remportait la finale comme en 2012 et 2015. Et en patinage artistique, il y avait un Grand Prix, le Grand Prix de Finlande. 3e après le programme court vendredi, le patineur français Kevin Emos a gagné une place à l'issue du libre et a terminé 2e du Grand Prix samedi derrière le japonais Yuma Kajimayama. Passons au badminton avec le Kumamoto Masters Super 500 au Japon. Le parcours de Delphine Delru et Tom Jikel s'est achevé sur une défaite 2-7-1 en finale face à la paire thaïlandaise Deshapol Poavaranukroh et Supisara Pousampran. Mais la semaine japonaise aura acté le renouveau du duo français. Oui Pauline, et du badminton, nous allons passer au tennis avec les finales, la fameuse grande finale ATP de Turin en Italie. Extrêmement impressionnant, le numéro 1 mondial Yannick Sinner a écarté l'américain Taylor Fritz
en 2-7, 6-4, 6-4 pour remporter les finales ATP. C'est la première fois depuis 1986 qu'un joueur gagne cette compétition sans céder le moindre set. L'Italien conclut ainsi une saison 2024 exceptionnelle. Et puis il y avait aussi la fameuse Cup Billie Jean King dans laquelle les Françaises étaient engagées dans une qualification pour essayer de rester dans la division 1. Et malheureusement, elles ont été battues par la Colombie en barrage de cette Billie Jean King. 3 victoires à 2. La France est donc reléguée en deuxième division. Passons au ski alpin avec la Coupe du Monde à Lévis en Finlande. Clément Noël s'est imposé dimanche devant le Norvégien Henrik Kristoffersen et le Suisse Loïc Meillard pour remporter sa 11e victoire en Coupe du Monde. Steven Amiez est 6e et chez les femmes, victoire de l'américaine Michaela Schifrin devant l'autrichienne Katharina Litzberger et l'allemande Lena Dürr. Les françaises Marie Lamure 11e et Clarisse Brech 12e ont réussi un joli coup double malgré leur dossard élevé. On passe du ski alpin au hockey sur glace avec le championnat de France 2e division dans lequel sont engagés les Belugas de Toulouse-Blagnac qui se sont imposés 5-1 face à Clermont-Ferrand. Quelques mots de basket féminin avec la boulangère Wonder League et la 6e journée, Charleville a mis un terme à sa mauvaise série de 3 défaites et stoppé Latte Montpellier 75-71. Du basket femme au basket homme, Euroleague 9e et 10e journée après 5 défaites consécutives dont la dernière 92-94 à l'Olympiakos mardi. L'Asvel domine l'Étoile Rouge de Belgrade 77-74 et renoue enfin avec la victoire en Euroleague. Monaco battu à domicile par l'Étoile Rouge de Belgrade en 90-98 mardi s'est bien repris en allant s'imposer facilement à Baskonia Vitoria jeudi 75-87. Vainqueur de ses 5 derniers matchs, Paris a prolongé sa série avec la manière vendredi sur le parquet du FC Barcelone 87-103. Il y avait aussi de la Nationale 1, 13e journée, dans un match de gala qui a tenu toutes ses promesses au cœur d'un palais des sports toulousain en ébullition. Le Stade Toulousain Basketball s'est imposé face à Angers 74-73. Il aurait fallu avoir recours à une prolongation pour départager Toulousain et Angevin au bout du suspense. Passons au handball féminin avec la 8e journée de National 1. Toulouse s'est incliné 22-27 face à Rochechouart-Saint-Junien. En handball homme, Licky Molly Star League, 10e journée, Toulouse s'est relancé contre Istres 30-29. Montpellier a tranquillement disposé à domicile de Cesson-Rennes 34-22 et Nîmes a décroché son premier succès en 7 matchs à Chartres 31-27. En volley féminin, cette fois et la 2e journée de Ligue des Champions, les Neptunes de Nantes se sont inclinés dans le 5e set décisif à Lodz en Pologne. En Serbie, le Tent Obrenovac a battu le Valois-Paris 3-7-1. Du volley masculin maintenant avec la Ligue des Champions, la première journée pour son entrée en lice des champions. Saint-Nazaire est allé battre Halkbank Ankara, quart finaliste la saison passée, 26-24 au tie-break, après 2h41 de jeu effectif. Les Chaumontois ont mené 2-0 avant de voir les Allemands de Lüneburg revenir à leur hauteur et s'imposer dans le Money Time du tie-break. Marmara Spike League, 9e journée, Poitiers a eu le dernier mot contre Toulouse, 3-7-2. Le champion en titre Saint-Nazaire est sorti, lui, vainqueur d'un nouveau thriller 2h10 à 7 en l'emportant 3-2. Grosse semaine donc pour Saint-Nazaire. Montpellier a été battu contre toute attente au Plessis-Robinson, 3-7-2. Chaumont s'est imposé sans difficulté à Narbonne, 0-3. Et il y avait aussi la Ligue A féminine, Saforel Power 6, 9e journée. Cannes relève la tête en s'imposant 3-7-1 face à Béziers. Passons au football féminin avec la 6e journée d'Arkema Première Ligue. Montpellier s'est imposé à domicile face à Nantes 1-0. En football, la Ligue des Nations. Enfin, les Bleus terminent cette année 2024 sur une très bonne note, solide en défense et à droite sur coup de pied arrêté. L'équipe de France s'est rattrapée de son match raté contre Israël 0-0 jeudi dernier en allant battre l'Italie 3-1 à Milan samedi. En match amical, l'équipe de France Espoir menait 2-0 à la pause face à l'Italie vendredi à Empoli. Les espoirs français ont recollé en seconde période de partout grâce à un très grand Ryan Cherki, auteur d'un but puis d'une passe décisive. Il y avait aussi le 7e tour de la Coupe de France. Colomiers National 3 s'est incliné au tir au but face à Vierzon N3, 2 partout à l'issue du temps réglementaire et 3-5 au tir au but. Angoulême, club de National 2, a dominé Rodez, formation de Ligue 2, 2-1. Passons au rugby à 15 avec le test match d'automne. Au Stade de France, l'équipe de France a fait honneur aux 80 000 spectateurs en terrassant d'un point la Nouvelle-Zélande 30-29 à l'issue d'une partie magnifique, monstrueuse d'intensité et indécise jusqu'au bout. Et toujours en rugby, cette fois en Pro D2 et pour la 11e journée, inquiétés mais victorieux, les Montabalanais s'imposent 25-18 face à Agen. Béziers a pris le meilleur sur les terres de Colomiers, 47-40.
Ils nous ont fait plaisir quand même, hein, Pauline, ces petits Français. C'était un gros match quand même. Hein. Incroyable. Faut le dire. On a vécu de beaux moments et bien sûr, à la manœuvre, il y avait notre Dupont national. On passe donc du rugby après des moments intenses à la moto où c'était aussi très intense pour les amoureux de la moto puisque c'était le dernier Grand Prix de la saison qui s'est joué donc à Barcelone. Je rappelle Barcelone parce qu'il devait jouer à Valence et avec les événements que vous connaissez tous, dramatiques qui se passaient sur le circuit là-bas et sur la ville de Valence. Ça s'est joué donc à Barcelone avec une 3e place dimanche. Jorge Martin sur Pramac a décroché son premier titre de champion du monde en MotoGP. Il dévance de 10 points le vainqueur du jour, Francesco Bagnaia, sur Ducati au classement général. Côté français, Fabio Quartararo a fini à la 11e place et Johan Zarco en 14e position. Voilà, c'est terminé pour le Grand Prix GP pour cette saison. On les retrouvera la saison prochaine. Merci Laurent pour ces résultats. Place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités Michel Bertranuc, Patrice Reynaud, Pierre Faure et Jean-Luc Fouin. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et retour dans l'émission Et si on parlait de sport avec nos invités, Michel Bertranuc qui est président du comité de ski Pyrénées-Occitanie. Il est accompagné de Patrice Reynaud qui est lui vice-président du comité et qui est responsable commission citadine et commission développement. Avec lui, il y a Pierre Faure qui est responsable lui, de la formation des cadres bénévoles. Et nous avons aussi en ligne avec nous Jean-Luc Fouin qui est président du comité aussi par téléphone. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, on va commencer à vous demander une petite présentation rapidement chacun. Michel, donc le président, là tu nous as amené ton équipe de choc. Un petit mot sur qui est Michel Bertranuc. Bon, Michel Bertranuc, c'est un élu au comité régional depuis déjà une trentaine d'années et qui au fil des années a atteint la présidence du comité régional Pyrénées-Occitanie. Voilà. On passe à Patrice. Donc, moi, Patrice Reynaud, donc je suis au comité régional depuis une dizaine d'années. Je suis président d'un club de ski donc, à Carcassonne. Et donc, j'ai les fonctions que vous avez éditées tout à l'heure. Un skieur aussi ? Oui, bien sûr, skieur et j'ai ex-compétiteur. Voilà, Pierre Faure. Bonjour, bien moi Pierre Faure, donc je suis élu au comité depuis à peu près 25 ans et responsable de la commission formation des moniteurs bénévoles. Et skieur aussi un petit peu ? Et skieur beaucoup. Ouais. beaucoup. Et alors Jean-Luc, tu nous entends ? Une petite présentation ? Alors Jean-Luc Fouin, de nombreuses années au comité régional aussi. J'ai été longtemps président de la commission ski freestyle et aujourd'hui je suis vice-président du comité et je m'investis aussi dans la commission développement. Et skieur aussi un petit peu ? Et skieur un petit peu, mais pas en ski freestyle, skieur normal. D'accord. Merci pour cette petite présentation. Alors on va commencer avec toi, Michel, qui est président. On va te demander bien sûr de nous présenter ce comité ski Pyrénées et puis les missions qu'il y a dans cette région. Eh bien oui, le comité de ski Pyrénées-Occitanie englobe pratiquement toute la région Occitanie. Il représente la Fédération française de ski sur notre territoire, en incluant bien sûr toutes les disciplines qui se développent au niveau de la Fédération française de ski, du ski en passant par le snowboard, le freestyle, le ski de randonnée, toutes les formes de ski, quoi. Et alors Patrice, quels sont les changements récents dans la structuration du comité et de son territoire ? Alors les changements récents, il y en a beaucoup et sur plusieurs plans. Alors sur le plan de la compétition, on va dire du haut niveau. Donc effectivement, on a fait une sorte de décentralisation vers les comités départementaux, donc qui vont gérer les équipes régionales. Donc ça se répartit sur 3 secteurs, puisque il faut pas oublier que les Pyrénées c'est un très gros massif, c'est le plus gros massif au niveau de la Fédé, c'est nous le plus extensif, on va dire. Et du coup, la notion de territoire est très importante. Donc il faut mailler le territoire. Donc on l'a séparé en 3 parties. Et donc ça, c'était vraiment un très gros travail. Et maintenant, ça fait 2-3 ans qu'on est sur ça. Et ça commence à bien marcher. Ensuite, une autre partie qui est très importante, c'est le ressourcement. Et là, on est en train d'y travailler actuellement dessus pour trouver des financements autres que toutes les aides habituelles qu'on peut trouver dans les comités. Donc, c'est du ressourcement privé. Et donc là, il y a toute une stratégie qui est en train d'être mise en place au sein de cette commission de développement, dont j'ai la charge, mais vraiment, je suis un peu la tête de pont, mais l'action se fait vraiment à plusieurs, et notamment grâce aux CTS, qui sont les conseillers techniques
sportifs, qui sont les professionnels du domaine et qui vraiment sont très très actifs dans ce domaine-là. Et donc là, ça émarge sur la partie qui n'est pas que sportive, qui est vraiment tournée aussi vers le loisir, donc le développement des clubs au sens large, puisqu'on a plus de 90 clubs dans le comité. Et il y a beaucoup de clubs dits citadins, on va dire, donc qui ne sont pas proches des stations. Et du coup, c'est une très grosse partie, la partie loisir qu'on veut vraiment développer au sein de la fédération et particulièrement de notre comité. Un vrai plan marketing, en fait. Un vrai plan marketing, et puis marketing, et puis donc attirer des gens, de nouveaux adhérents, les faire rester et trouver du ressourcement pour faire fonctionner chaque section du comité. Il y a 2-3 idées déjà peut-être sur ce plan-là pour attirer les gens. Qu'est-ce qu'on Oui, pourrait... déjà pour attirer. Enfin, déjà, Pierre en parlera tout à l'heure sur la formation, parce que la formation c'est quand même la base de notre système. Les bénévoles sont là, c'est eux qui permettent aux gens d'être formés et d'avoir toutes les notions de base du ski pour des petits enfants jusqu'aux grands. Et du coup, donc on a organisé déjà un premier forum hors neige. Il va y en avoir un deuxième, Pierre en parlera tout à l'heure. Donc vraiment à destination de ce public-là, de bénévoles vraiment très actifs. Et ensuite, tout un tas d'événements. Il va y avoir un cahier qui va être distribué sous forme un cahier numérique, en fait, qui va tous les mois permettre de donner tous les événements et toutes les informations de la vie du comité, et qui va être la base, en fait, pour aller communiquer vers l'extérieur et aller chercher des acteurs socio-économiques pour, en contrepartie, essayer de nous financer et pour permettre ce ressourcement. Oui, je crois qu'on peut rajouter qu'on va surtout se tourner un petit peu vers les réseaux sociaux, chose qu'on ne fait pas suffisamment aujourd'hui. On n'est pas spécialisé là-dedans. On en avait parlé, Michel, la dernière fois, on se rappelle. C'est vrai, tu as raison, et puis on est encore un petit peu en retard à ce niveau-là, donc on essaie d'intégrer des jeunes qui sont plus réseaux sociaux que nous, quoi, et parce que on se rend compte que c'est très important. Maintenant, il y a beaucoup et pratiquement plus que de ça, quoi. Il faut trouver des geeks, comme on dit. C'est ça, tout à fait. Alors Michel, justement, on parle d'attirer les gens. Moi, j'ai envie d'abord tu nous expliques un petit peu quel type de discipline vous proposez, parce que pour attirer les gens, il faut aussi leur proposer des choses. Alors, c'est toutes les disciplines qui existent, qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qui peut attirer nos jeunes ou les passionnés de montagne et de ski, quoi. En priorité, pour nous, c'est le ski alpin. Mais ensuite, on a bien sûr toutes les disciplines, et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est le snowboard, c'est le ski freestyle, qui est très prisé également, c'est le ski de randonnée qu'on met en place maintenant, parce que c'est vrai que c'est devenu un petit peu à la mode avec les années Covid. C'est une discipline qui s'est développée, puisque beaucoup de gens, les remontées mécaniques ne fonctionnant pas, ils faisaient un petit peu de ski de rando, des fois en cachette, mais ça s'est développé. Il y a tout un tas, tout ce qui est sous forme de ski et de snowboard, quoi, que l'on intègre dans notre fonctionnement, nous. Voilà, et puis Michel, on peut rajouter le biathlon, le ski nordique, et le ski de vitesse, qui sont quand même des sports phares au niveau de notre comité. Oui, on voit les résultats déjà. Le biathlon, ça démarre fort. Ski de vitesse, c'est passionnant. Le ski de vitesse, explique un peu ce que c'est que le ski de vitesse, Jean-Luc. C'est une piste avec une pente assez forte, et puis des gens qui sont équipés avec du matériel très sophistiqué. Et puis l'idée, c'est de battre le record de vitesse. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Pyrénéens majoritairement forment l'équipe de France. Et donc, voilà, on est les fers de lance de cette discipline au niveau français. Et c'est pas un Français qui détient le record, non, du monde ? Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je pense effectivement que c'est un Français, oui. Oui, c'est le monsieur Billy, qui est de Vars, pardon. C'est la famille Billy qui a toujours eu des très grands skieurs de ski de vitesse. Mais nos Pyrénéens sont pas mal, notamment chez les jeunes, des jeunes qui ont des records du monde et qui intègrent les équipes de France régulièrement, quoi. Et alors Pierre, quels sont les points forts du comité de ski Pyrénées-Occitanie sur le plan de la formation et de l'encadrement ? Alors d'abord, donc, je vais vous présenter juste en 2 mots donc, les adhérents et la répartition. En fait, il faut savoir qu'il y a entre 65 et 70 adhérents loisirs sur le comité de ski, et autant de clubs. Et tous ces clubs donc ont des structures d'encadrement et d'apprentissage. Et donc la mission du comité de ski est de proposer des formations dans toutes les disciplines qui existent, que ce soit alpin, snow, le ski de randonnée nordique, etc. Et donc, il y a une structure bénévole de formateurs donc, au sein de notre comité, donc, qui est au chalet de Saint-Lary, qui appartient au comité d'ailleurs, assure l'essentiel de toutes ces formations. Alors, on est sur ce sujet-là. On va prendre à l'antenne. Jean-Luc, tu nous entends toujours là ? Oui, bien sûr. Alors, tu as entendu ce qu'a dit ton collègue. On passe de la formation maintenant aux événements qui ont lieu. Donc, c'est un petit peu lié tout ça, parce que si vous faites des événements, ça veut dire que vous avez formé des gens pour permettre ces réalisations-là.
Quels sont en fait ces événements et quels ont été ceux qui ont été les plus marquants au cours de ces dernières semaines ou dernières années? Alors, notre président parlait d'un déficit de communication. Je crois qu'effectivement, on en est conscient. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur la chaîne des Pyrénées, on était en capacité d'organiser les championnats de France, toutes catégories sur Péragude il y a quelques années. Pendant 4-5 ans, il y a une Coupe du Monde de ski freestyle sur Font-Romeu, donc avec des Français qui sont au haut niveau et qui ont gagné ces étapes de Coupe du Monde. Il y a des Coupes du Monde qui ont été organisées en ski de vitesse sur Gavarnie. Enfin voilà, sur la chaîne des Pyrénées, on est en capacité d'organiser des compétitions de très haut niveau. Et cette année, le calendrier est important aussi. Donc on notera des compétitions, alors des courses FIS. Alors les courses FIS, c'est des compétitions internationales en ski alpin qui auront lieu principalement sur les Pyrénées-Est, donc sur les stations des Angles et sur les stations de Font-Romeu Pyrénées 2000. Il y a des coupes d'Europe de ski freestyle, alors en big air, en slopestyle. Donc big air, on saute une bosse. Slopestyle, c'est tout un parcours de ride et de bosse. Et il y aura des compétitions internationales de ski de vitesse. Voilà en gros ce qu'il va y avoir cette année. Et puis il y a un événement qui est très sympathique qui s'appelle le Lady Nice Tour. Donc c'est un événement qui est ouvert qu'aux femmes. C'est du ski parallèle et c'est c'est une compétition un peu sous forme de show. C'est très intéressant à regarder et sera lieu sur la piste de la Gentiane à Pyrénées 2000, Font-Romeu Pyrénées 2000. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant à aller voir et très festif. On va rebondir avec ces événements-là parce que Michel, il y a aussi une relation particulière que vous avez avec la fédération andorrane pour ce qui est compétition ou un partenariat. Oui, tout à fait. Donc avec nos amis andorranes, on organise des courses pour les plus jeunes, des courses internationales si on peut dire. On fait 4 ou 5 courses avec eux. Et ensuite, on a une très bonne relation également au niveau d'échange pour les entraînements et tout, puisqu'ils bénéficient de pistes assez bien intégrées et où on peut pratiquer beaucoup de disciplines. Donc dans ce cadre-là, on a déjà beaucoup d'échanges avec les Andorrans. Et également, quand ils organisent des compétitions de très haut niveau, je dirais en Coupe du Monde, Coupe d'Europe ou des trucs comme ça, beaucoup de nos bénévoles vont les aider et les soutenir dans leur organisation. Donc on s'entend très très bien avec nos amis d'Andorran, oui. Et votre comité a vu passer plusieurs champions de renom. Qui sont-ils? Ah ben oui, des champions, on en a eu quelques-uns. Bon, la famille Fourcade notamment, dont Martin Fourcade, Simon Fourcade, son frère, qui est actuellement entraîneur des équipes de France. On précise le sport aussi, parce que en biathlon, faut préciser. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Donc Martin et Simon, c'est le biathlon. Nous avons encore une demoiselle qui fait parler des Pyrénées, c'est Perrine Lafont, elle, en ski de bosse, qui est toujours en équipe de France, donc qui a fait les résultats qu'on connaît, Coupe du Monde, Championnat du Monde, Champion olympique, elle a pratiquement tous les titres. Dans un temps un petit peu plus ancien, en snowboard, nous avions la famille Delarue. Alors là, c'est la famille de Delarue de Saint-Lary, et qui eux le snowboard, c'était leur grande discipline. Ils sont toujours dans le business un petit peu, si on peut dire. Ouais. Ils font des films, ils font encore beaucoup de choses. Adrien Théo, qui est en équipe de France de ski de descente, est ancien Pyrénéen également. Aujourd'hui, nous avons Adrien Fresquet, qui est membre des équipes de France de ski de descente également, qui est toujours licencié au Globe de Péragude. Lui, il a tenu à rester pyrénéen pour représenter notre territoire, donc ça nous fait très plaisir, bien sûr, et on le soutient fortement. Et nous avons aussi quelques jeunes qui ont migré malheureusement vers le massif alpin, parce qu'à l'époque, on n'avait pas suffisamment de moyens pour les aider. Je veux parler Alizé Daon, Dorian Scanet, Diego Reconi, Loé Van Paran, qui sont tous pratiquement maintenant en équipe de France, anciens Pyrénéens, mais qui à l'âge de 16 ou 17 ans ont fait le pas de s'exiler vers le massif alpin. Voilà. Et là, on va essayer par certains moyens d'essayer de les garder un petit peu plus longtemps, et puis qu'ils essaient surtout de garder l'identité pyrénéenne. Pour certains qui l'ont perdu, parce que en partant là-bas, ils ont dû prendre une identité d'un club alpin, et c'est dommage. Quoi. Mais ils ont des racines, donc ils vont rester. Ils ont des racines, mais bien sûr, ils reviennent un petit peu, mais c'est différent, quoi, un petit peu. Alors justement, on n'est pas loin, il y a 2026 qui arrive, les Jeux Olympiques, et vous faites partie de ces fédérations, bien évidemment, qui vont être impactées là-dedans. Et puis il y a un bel événement qui arrive, 2030 quand même, et qui va se faire chez nous, pas chez vous directement, mais on va dire on est français quand même, et ça va se faire dans les Alpes. Comment vous préparez-vous ça, tous les 3, tous les 4, cet événement? Ça doit quand même, il y a 2 ans, voire 6 ans de préparation. Comment vous voyez cette préparation-là quand on voit l'importance qu'ont eu ces Jeux d'été à Paris? Ben là
actuellement, c'est un petit peu les balbutiements. Hein. On commence à maintenant, c'est officiel depuis 2 mois ou 3 mois que les Jeux Olympiques 2030 seront en France. Donc il y a quelques idées qui sont déjà avancées. Bien sûr, on va prendre le train. Et nous notre idée, c'est bien sûr d'essayer d'amener certains de nos jeunes, même si maintenant c'est nos plus jeunes, pour qu'ils arrivent en 2030 au niveau international pour participer aux Jeux Olympiques, ça sera compliqué. Mais déjà de soutenir la Fédération française de ski pour l'organisation de toutes ces épreuves-là, parce que ça va être un événement majeur. Et peut-être qu'un de nos jeunes qui est actuellement à 17-18 ans pourra percer très rapidement et participer à ces épreuves mondiales. Quoi. Parce qu'on parlait de communication tout à l'heure, effectivement, quand on a 6 ans devant nous, là, il faut prendre le train et le bon train pour communiquer là-dessus, pour aller chercher ces jeunes qui s'ignorent peut-être aujourd'hui, mais 6 ans, ça permet quand même d'avoir des athlètes qui peuvent arriver aux alentours de 24-25 ans quand même, si on les prend maintenant. Et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que vous avez imaginé, pensé des projets qu'on pourrait mettre en place dès maintenant, réfléchir à une stratégie de développement par rapport à, même si c'est pas dans les Alpes, et si ça se retrouve, hein, je m'adresse justement, oui. Tu parlais tout à l'heure d'attirer des gens, oui. Mais la communication, c'est ça aussi. Oui, mais effectivement, en termes de communication, c'est clair que les Jeux Olympiques, l'objectif Jeux Olympiques 2030 est un axe majeur. Et pour la communication, c'est du pain béni, puisque bon là, vous parlez de Jeux Olympiques, donc ça fait rêver. On surfe en ce moment. Bien sûr, alors ça fait rêver les skieurs. Des deux côtés, parce qu'il faut faire rêver des jeunes pour leur donner envie de leur donner ces objectifs-là. Bon, bien sûr, il y a des sélections, ça va être du très haut niveau, mais bon, il y a quand même de la ressource potentielle. Donc là, il y a pas de souci. Je pense que l'envie, elle y sera. Et donc là, c'est vraiment du domaine sportif qu'il va falloir, sur lequel il va falloir vraiment axer les moyens. Donc des moyens financiers importants, puisque ça veut dire beaucoup d'entraînement, ça veut dire des entraîneurs, ça veut dire des déplacements, etc. Et du coup, et de faire de la sélection non plus par l'argent, parce que le ski est quand même relativement cher, surtout en compétition. Et du coup, il faut que pour attirer les meilleurs, il faut les attirer, c'est une chose, mais après il faut les garder. Et si on n'a pas ce ressourcement-là, ça devient un problème. Donc l'autre axe de communication, c'est vers les ressources financières que ça va se tourner. Et donc cet objectif de Jeux Olympiques, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est du pain béni, parce que ça fait rêver aussi bien les sportifs que les gens pour la communication et les annonceurs, quoi. On parlait je pense que les entreprises qui ont vécu, qui ont vu, peuvent se projeter quand même sur ce que peut apporter le suivi. Et donc là, on lance l'appel, hein, on vous aide là-dessus, mais ce que peut apporter le suivi de jeunes qui vont aller aux Jeux Olympiques, représenter les couleurs, surtout sur le sol français. On a vu l'impact que ça donnait sur Paris et les autres villes. C'est l'occasion justement de préparer des dossiers dans ce sens-là et d'essayer de motiver les gens. Oui, Michel. Oui, dans ce cadre-là, justement, ça m'a venu à l'idée maintenant. On a commencé à échanger avec certains comités du Massif alpin, à permettre à nos jeunes d'aller s'entraîner là-bas avec les meilleurs Français, tout en restant étiquette pyrénéenne. Donc dès cette année, déjà, on a une demoiselle qui est partie s'entraîner avec le comité de Savoie, qui est l'un des plus gros comités national, au niveau national. Et donc, elle va s'entraîner, elle garde l'étiquette pyrénéenne, elle garde l'étiquette de son club, et elle va être avec les meilleures skieuses françaises qu'il y a sur le circuit actuellement. Donc c'est un premier échange qu'on va essayer de perpétuer, et c'est des choses très intéressantes, je crois, pour nous, parce qu'on ne peut pas, nous, s'occuper de 1, 2 ou 3 gamins comme ça qui seraient susceptibles d'aller au plus haut niveau. Mais en ayant des accords comme ça avec les gros comités alpins, Mont Blanc et Savoie notamment, je pense que ça va nous aider beaucoup à ce que nos jeunes gardent l'identité pyrénéenne, quoi, et tout en atteignant le plus haut niveau, quoi. Là, tu parles bien sûr du ski alpin. Vous avez quand même ici une particularité avec le biathlon. Vous avez quand même des têtes de liste quand même qui peuvent tirer j'ai envie de dire le chemin de fer derrière pour les amener, parce que on a un certain Simon Fourcade, si je me rappelle, c'est quand même quelqu'un qui est un personnage qui peut drainer derrière lui des vocations. Simon, c'est le frère aîné, le plus ancien. Et Martin, bien sûr. Voilà. Martin, bien sûr. Martin, qui lui, c'est la grosse locomotive. La grosse locomotive. Et son frère, actuellement, qui est entraîneur des équipes de France. Donc, et bien sûr, il y a de nos jeunes qui à chaque fois qu'ils les voient, parce qu'ils redescendent de temps en temps chez eux, dans leur pays à Font-Romeu, quand ils les voient, bien sûr, ça les fait rêver, ça les motive pour essayer d'atteindre le plus haut niveau. Et c'est vrai que c'est une discipline sur laquelle on est moins éloigné des pistes de haut niveau, parce qu'on peut se préparer très
très bien sur fond romain pour ça, l'été, l'automne. Donc je pense qu'on a le territoire pour, et il y a quelques jeunes qui commencent à montrer le bout du nez, et en ski de fond également. Là. Il y a un petit des Pyrénées centrales qui est aussi, qui va pouvoir atteindre ce haut niveau, je pense. Jean-Luc, tu veux intervenir ? Oui, si je peux me permettre, oui, c'est-à-dire que nous, des Pyrénéens aux Jeux Olympiques, il y en aura forcément, puisque on l'a dit, hein, il y en a qui sont déjà en équipe de France. Par contre, notre souhait, ce soit des Pyrénéens licenciés dans des clubs pyrénéens qui participent aux prochains Jeux Olympiques. Donc c'est un petit peu notre cheval de bataille pour les années à venir. Et puis on a commencé à travailler un petit peu sur quel potentiel il y a au niveau de la chaîne des Pyrénées, et dans toutes les disciplines, on a des jeunes qui sont susceptibles d'y participer. On a des jeunes en ski freestyle, puisque l'année dernière, on a eu 4 jeunes qui ont participé au circuit Coupe du Monde. On en a en snowboard aussi, on en a en ski de vitesse, puisque le ski de vitesse, pour l'instant, n'est pas une discipline olympique, mais risque de l'être pour les Jeux Olympiques de 2030. Ben voilà, on a fait ce recensement et on a franchement un énorme potentiel pour amener ces jeunes aux Jeux Olympiques. Mais ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient licenciés dans des clubs pyrénéens, et c'est un petit peu en cela qu'on a besoin d'aller chercher des moyens financiers supplémentaires pour les amener au plus haut niveau, quoi, sans qu'ils partent dans le massif alpin. Je crois que le message est passé, que vos priorités dans les années à venir, on les a vues. Michel, un dernier mot sur ces priorités, où je crois qu'on a fait le tour de la question. Pour vous, c'est remotiver les troupes et aller chercher effectivement des financements pour pouvoir développer votre activité. Tout à fait, parce que c'est comme dans tout sport, l'argent est un élément important pour arriver au bout, quoi. Alors justement, on va être très clair. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Comment on peut vous contacter ? Moi, j'ai un site, j'ai ffs-pyrénées.fr. C'est ça. Voilà. Oui, tout à fait. Puis on a une page Facebook qui fonctionne bien aussi. C'est-à-dire que on essaye effectivement de communiquer le plus possible sur nos disciplines, et donc on va continuer à accentuer cette communication qui est aujourd'hui indispensable. Oui. C'est bon. Dernier petit mot, messieurs. Eh ben écoutez, merci à tous. Ça fait une vingtaine de minutes qu'on parle tous ensemble. En tout cas, on espère que vous aurez pu faire passer ce beau message. La saison de ski arrive, donc allez dans ces stations de ski, allez vers les clubs, allez vers la fédération et vers le comité et les départements de ski. C'est le moment. Et puis il y a un tel événement qui arrive qu'il faut se préparer. C'est dans 6 ans, mais c'est maintenant que l'on prépare tout ça. Merci à tous en tout cas pour vos témoignages. Dans Si on parlait de sport. Bonne continuation pour tous vos projets. Vous connaissez maintenant la formule. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci. C'est la mi-temps, retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités Hervé Robert et Dominique Ménez. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles et salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Jeudi 28 novembre, et si on dialoguait sport ? Retrouvons-nous à Dialogue Sport pour un grand débat sur des thématiques sportives essentielles. Environnement, inclusion, formation, sport, entreprise et santé, et un bilan des Jeux olympiques et paralympiques. Toutes les informations sur sportivité.fr. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et voilà, retour dans l'émission. Et si on parle de sport, on rentre en deuxième mi-temps et on est ravis d'accueillir Hervé Robert, président du comité départemental de vol libre de Haute-Garonne, et Dominique Ménez, qui est responsable régional de la formation à la Ligue Occitanie de vol libre. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit mot sur votre parcours chacun? On va commencer par Hervé. Hervé et Robert, comme je dis souvent, Hervé c'est mon prénom, Robert c'est mon nom. Et donc, ça fait 30 ans ou quasiment que je fais du parapente. Et cette année, je suis président du comité départemental de vol libre 31, qui donc
couvre 5 disciplines, le deltaplane, le parapente, le cerf-volant, le boomerang et le kite. On en parle dans quelques instants. À Dominique. Oui, bonsoir à tous. Donc Dominique, moi je suis parapentiste depuis un peu plus de 30 ans maintenant. J'ai rejoint la vie associative il y a maintenant pas mal d'années en tant que président pendant 10 ans du plus gros club de Haute-Garonne et d'Occitanie aussi. Qui s'appelle, on peut le dire, hein. L'Étoile du Sud. Voilà, l'Étoile du Sud. Et puis bonjour, j'ai bravo. rejoint la Ligue Midi-Pyrénées à l'époque en tant que vice-président et maintenant je suis dans la Ligue Occitanie depuis 8 ans comme responsable de la formation parapente. Alors, on va commencer, Monsieur le Président de Haute-Garonne, on va commencer, Hervé, par une petite présentation justement de ce comité départemental de vol libre et les missions qu'il y a dans ce département ou la région, comme voilà, répartissez-vous le travail. C'est Dominique qui démarre. Oui, peut-être. Je voulais juste introduire pour situer le comité départemental. Donc nous, on est une fédération qui a 50 ans, on a fêté nos 50 ans cette année, créée à l'initiative de pratiquants du deltaplane, donc c'est un engin volant, mais un peu plus rigide qu'un parapente, et qui a été enrichi ensuite par les parapentistes quelques années après, et le kite ensuite, puisque le ministère nous avait confié la délégation à l'époque, et puis le boomerang et le cerf-volant qui sont venus rejoindre donc la grande famille du vol libre. Après, ça se décline au niveau des ligues régionales, donc qui sont parfaitement calés avec les régions administratives, hein, il n'y a pas de croisement entre différentes régions, et ensuite qui se déclinent sur les CDVL et les différentes structures. Et là, je vais laisser Hervé parler du CDVL. Voilà, du coup, une fois qu'on arrive au niveau du département, donc on a le CDVL 31 pour la Haute-Garonne, et nos principales missions, c'est ça que tu déclines. Et en fait, on est donc le relais de la FFVL vers les clubs et les écoles, qui sont nos licenciés. On est aussi l'interlocuteur du conseil départemental 31, puisqu'on a justement cette équivalence de zone de couverture. On a des missions particulière et très orientée vers la sécurité. On apporte des aides et de l'accompagnement au niveau des sites de pratique de parapente, et on a, un peu comme aujourd'hui, un rôle dans la communication et la diffusion de l'activité vers le grand public. Avant d'aller plus loin, moi je voudrais simplement que tu m'as parlé de 5 disciplines. Est-ce que vous pouvez tous les deux nous détailler un peu ces disciplines, parce que c'est pas du parachutisme. Alors explique-moi la différence, parce on a reçu nos amis du parachutisme il y a pas longtemps. Alors c'est pas la même chose. Alors en fait on est issu du parachutisme. Il y a des furieux, il y a un peu plus. Mais vous sautez pas d'avion, vous, c'est ça? Voilà. En fait ils en avaient marre de sauter de l'avion et ils se sont dit mais puisque on vole, si on trouve une pente suffisamment pentue, et là on rejoint un peu nos amis skieurs, on va peut-être réussir par finir par décoller. Donc au départ, ça s'appelait du vol de pente. Et avec leur parachute de saut, ils ont couru, ils sont tombés pas mal et ils ont fini par décoller. On voit tous ces gens qui courent et qui se jettent dans le vide avec un truc au-dessus de la tête, c'est ça? Alors là, ça s'apparentait encore un peu à du saut, mais depuis quand même, nous décollons, parce qu'on a des engins maintenant qui sont merveilleux, qui ont des niveaux de finesse qui sont... la finesse, c'est la distance qu'on peut parcourir par rapport à une certaine hauteur, et qui sont des engins extraordinaires. On traverse quasiment les Pyrénées, on a des 200 km de distance qui sont faits dans les Pyrénées, le record de France est proche de 500 km. Donc ça c'est le parapente. Ça c'est le parapente. C'est le premier. D'autres disciplines, il y a autre chose. Le deltaplane. Le deltaplane, c'était un peu plus ancien historiquement. C'est le truc triangulaire où il y a des oies qui sont avec les images qu'on voit un peu, voilà, c'est ça, il y a des images extraordinaires. Ouais. Alors c'est une structure rigide, donc c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre, un peu plus lourd, mais on en a dans nos clubs ici, on a des représentants du Delta. Ça vole un petit peu mieux que le parapente, ça a entre autres un peu plus de vitesse et de capacité à modifier sa vitesse, parce que le parapente est un peu statique, et du coup voilà, on peut faire plein de choses extraordinaires. Troisième, alors on en a fait troisième. Alors les autres sont un petit peu plus marginales quand même. On a le cerf-volant, parce que c'est l'utilisation de l'air, et c'est exactement le même principe de vol. Là on est au sol et c'est ce truc qui vole tout seul, hein. Voilà, c'est ça, un cerf-volant. Il y a d'ailleurs des belles compétitions de cerf-volant qu'on voit de temps en temps sur les plages. Il y a des choses absolument extraordinaires. Tout à fait. Ouais. C'est pour situer un peu qui vous êtes, parce que vol libre, voilà, d'accord. Alors il y a le kite. Le kite, c'est une autre forme de cerf-volant, un peu plus grand, un peu plus costaud, et qui permet d'être tiré. Alors le kite sur l'eau, ou du moins sur la mer, l'océan,
l'océan, maintenant, ça dépend de la Fédération française de voile, alors que c'était chez nous avant. Et il nous reste le kite pour la terre et pour la neige. Alors, on pourrait imaginer, je ne connais pas bien, avec mais des skis au pied et en avant. Le balèze, par exemple, ou des choses comme ça, où on pourrait faire du kite neige quand il y a le vent qui va bien. Et la dernière discipline, c'est le boomerang, où là, on a même eu un champion du monde toulousain, il y a quelques années. Et boomerang comme en Australie, là Ah ouais, pareil, la même chose, sauf que c'est une discipline orientée vers la compétition, avec tout un tas de règles et de cadres de fonctionnement. Eh ben, écoute, merci, parce qu'on avait besoin de comprendre exactement à qui on avait affaire, et on a reçu, je vous dis, récemment le parachutisme, et on s'était posé la même question. Donc, on va continuer, c'est important, hein, Pauline? Oui, tout à l'heure, en présentant le comité départemental, vous avez commencé à parler des écoles. En quoi consiste précisément votre soutien aux clubs et aux écoles de vol libre de Haute-Garonne? Alors, je vais parler des clubs et je laisserai Dominique parler des écoles. Vis-à-vis des clubs, notre rôle, c'est de leur amener certaines formes d'aide en termes de subventions quand ils ont des travaux à faire. Et à ce moment-là, peut-être que je me permets une petite parenthèse sur nos partenaires, parce que si on distribue les subventions, c'est qu'évidemment, on les reçoit ou on arrive à les recueillir. Et nos partenaires, c'est le comité départemental 31 dont je parlais tout à l'heure, l'Agence nationale du sport au travers de la FFVL. Et puis, on a aussi un partenariat un peu inédit et qui est très intéressant avec RTE et Enedis, donc la distribution du courant électrique, parce que on s'aime, mais c'est je t'aime moi non plus. Donc c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble sur la sécurité autour des lignes. Alors ensuite, au niveau de ce qu'on apporte au club, on a des participations aux festivités des clubs. Je pense en particulier à la fête du parapente à Arbas, où on apporte par exemple des ateliers cerfs-volants pour les enfants ou du boomerang, des choses comme ça. Et puis on a au travers des clubs, des actions vers les licenciés, sur la sécurité toujours, la formation des jeunes, la participation vis-à-vis du public féminin, et voilà essentiellement les grands axes. Et pour les écoles, je passe la parole à Dominique. Pour la formation, on va dire de façon la partie formation au niveau des écoles, oui, c'est ça. Alors moi, j'ai envie de séparer la formation en deux, la formation des pratiquants et la formation des encadrants. Donc tout ce qui est formation des pratiquants, c'est une répartition entre des écoles professionnelles et des écoles associatives, club-école, où là, il y a tout un cursus de formation avec différents brevets intermédiaires que le pilote doit valider jusqu'à atteindre l'autonomie totale. Ça, c'est pour schématiser la formation du pratiquant. Après, il y a la formation des encadrants. Et ça, c'est une donnée qui est extrêmement importante, puisque entre un pilote qui sort d'école formé autonome et un bon pilote, il y a beaucoup de choses à rajouter derrière en termes de compétences. Et la plupart du temps, ces compétences, on va les retrouver dans les clubs, essentiellement dans les clubs. Donc sur les encadrants, on va avoir différentes familles d'encadrants. Sur le niveau découverte de l'activité, il y a des pilotes qui sont qualifiés pour emmener des passagers en tandem. C'est ce qu'on appelle une qualification biplace. C'est déjà une pratique d'encadrement et de découverte pour donner envie aux gens de venir, ou éventuellement faire des biplaces pédagogiques. C'est relativement rare, c'est plutôt de la découverte. Puis ensuite, on a différents grades dans les formations. Animateur de club, accompagnateur de club, moniteur fédéral. Et tout ça, c'est fait soit par la Ligue, pour les 3 premiers, et le monitorat fédéral est fait au niveau fédération directement. Tout ce qui est formation des moniteurs pro, c'est fait par l'ENSA à Chamonix ou par le CREPS à Toulouse. Il y a 2 sessions par an, Chamonix, Toulouse. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi en Occitanie notamment à bien gérer cette répartition des cadres associatifs, puisque si je regarde, on n'a pas parlé chiffres, on en parlera peut-être tout à l'heure, la Ligue Occitanie est la 2e ligue de France, mais ne fait que 13% de tous les licenciés. Pourtant, 26% des moniteurs de France sont en Occitanie. L'idée, c'est que chaque club puisse avoir un ou plusieurs moniteurs fédéraux en finale. Voilà, pour résumer la formation. Et alors, la sécurité est un enjeu clé dans la pratique du vol libre. Comment le comité départemental de vol libre de Haute-Garonne contribue-t-il à son amélioration ? Là aussi, on est un maillon de la longue chaîne de la sécurité et qu'on essaie de conforter et d'améliorer tout le temps, parce que c'est une activité à risque et donc on essaie au fur et à mesure d'améliorer et d'apporter des connaissances et de la pratique et de la théorie vers nos licenciés.
Alors, entre autres, le comité départemental de vol libre peut faire des choses que les clubs vont avoir un peu plus de mal à faire. Par exemple, ici, à la Maison des Sports, on a fait cette année, au mois d'avril, une belle réunion en faisant venir un interlocuteur du niveau national, qui a écrit un bouquin d'ailleurs sur la gestion des risques en parapente, qui s'appelle Jean-Marc Galland. Ça, au niveau d'un club, c'est compliqué. Et nous, on a la capacité de le faire au niveau financier et au niveau structure. Dans ces cas-là, on y convie aussi, pas que le 31, parce que les départements, quand on est à Toulouse, les départements sont assez proches, donc on invite aussi les départements limitrophes. On a aussi une animation qui est faite, qu'on appelle les animateurs sécurité, qui est faite par un des membres du CDVL 31, qui fait aussi partie de la Ligue Occitanie Vol Libre, qui fait partie d'un réseau d'animateurs de sécurité au niveau de la France, et qui anime dans chacun des clubs des AS, animateurs sécurité, avec lesquels ils ont des partages d'informations et entre autres du partage de ce qu'on appelle des rétex, des retours d'expérience sur les différents incidents qu'on peut avoir et qui, partagés, on l'espère, peu à peu diminuera les accidents. Et puis enfin, on est le relais de la fédération de la FFVL dans une action qui s'appelle Voler mieux, avec de l'organisation de stages, des formations, des passages de brevets et donc en permanence appuyer ce message national autour de la sécurité qui est en train d'ailleurs au niveau national de se restructurer. Alors justement, tout ça c'est la sécurité, mais je pense que c'est important aussi de communiquer vis-à-vis du public et la visibilité du vol libre. Est-ce que c'est pas aussi un autre axe de la mission, rapidement, qu'on puisse quand même avoir des infos là-dessus, parce que bien sûr. En vol libre, tu vois, on connaissait pas et c'est pour ça qu'il fallait que je te fasse un peu parler de ça. Bien sûr. Alors en janvier, on a une diffusion, une séance à Luchon, une séance à l'Union sur ce qu'on appelle les Icars du cinéma. Il y a une grande manifestation en septembre à Saint-Hilaire-du-Touvet à côté de Grenoble où sont présentés tout un tas de films extraordinaires. Il y en a une petite sélection qui est faite et qu'on présente, c'est gratuit à Luchon et donc à l'Union. On participe aussi à la route du vol à Luchon. On participe, je l'ai dit tout à l'heure, à la fête du parapente à Arbas. C'est au travers de ce type de manifestations où on arrive à toucher du grand public, au travers d'aides, d'ateliers, je sais pas, on parlait de cerf-volant, de boomerang, et aussi de biplaces associatifs où on peut faire découvrir l'activité. On a aussi dans la communication un site web, on le redonnera tout à l'heure, mais c'est le nom c'est cdvl31.fr tout simplement. Et cette année, on a réussi, parce qu'on a souvent des problèmes de météo, on a une jolie petite réussite. On fait ce qu'on appelle une conviviale à Haut, autour du parapente, donc Haut à côté de Luchon. Hein. Là, cette année, on a une bonne centaine de personnes qui sont passées. On a fait 20-25 biplaces associatifs. On avait un atelier cerf-volant, du boomerang, toujours nos activités qu'on décline dans ce type de manifestation. Vous jouez aussi un rôle dans la préservation des sites de vol. En quoi cela consiste-t-il ? Oui, les sites sont à la main des clubs et gérés au niveau des mairies, et on apporte quelquefois une prise un peu de hauteur. Par exemple, à un moment donné, il y a eu beaucoup de difficultés avec l'atterrissage de Luchon. Donc on peut intervenir, un peu intercéder, donner un peu un espèce de rôle de médiation. On participe à Natura 2000 pour savoir un peu ce qui s'y passe, parce que dès que, en fonction de l'évolution environnementale, on pourrait très bien se faire interdire des sites. Je pense aussi à la Ligue de protection des oiseaux, puisque très régulièrement, il y a des zones qui sont actives ou pas pour protéger les gypaètes ou autres espèces protégées. Ce qu'on disait pour la préservation aussi des sites, on a donc des liens privilégiés avec Enedis et RTE, parce que forcément, c'est extrêmement sensible pour nous. On apporte des subventions, c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, et puis quelquefois directement des dons de matériel. Je pense l'année dernière à 2 balises de mini-stations météo spécifiques au vol libre, et une a été installée à Haut et l'autre à Arbas. Et quels sont justement les sites de vol libre les plus populaires en Haute-Garonne ? Alors j'ai souvent cité Arbas, donc à côté de Man, Salis du Salat. C'est, on va dire, le spot le plus proche et le plus fréquenté depuis Toulouse, puisque c'est une petite heure. C'est un site qui a la particularité, en plus d'être très très bien protégé du vent d'OTAN, dont on souffre beaucoup à Toulouse, mais pas du tout à Arbas. Alors Arbas, donc site important, et l'autre évidemment c'est Luchon, très naturellement, une grosse activité au travers de la remontée mécanique, et puis historiquement, parce que c'est un site absolument magnifique. On a d'autres après sites qui sont
tout aussi sympa, mais avec une fréquentation un peu moindre. J'ai cité Haut tout à l'heure, on a Jansac, Sierre de Rivière, Mourtis, et après, il ne faut pas oublier tous les décollages, excusez-moi, les décollages en montagne, puisqu'en fait, il y a grosse activité de vol rando. On peut penser au Cagir, au Céciré, au Montmajou. À chaque fois qu'il y a un point haut et un peu d'air pour décoller, vous trouverez un parapentiste les jours de beau temps. Et suite à ce que vous venez de nous dire, la Haute-Garonne semble être une région idéale pour le vol libre. Quelles initiatives sont mises en place pour encourager la pratique de ces disciplines ? On a plusieurs axes déjà vers la formation des jeunes, où on aide financièrement de l'initiation, des stages d'initiation jusqu'au stage de perfectionnement, et ça jusqu'à 25 ans. Donc c'est avant tout une aide financière qui va jusqu'à 30% quand même du coût des stages, donc c'est assez important. On a une aide aussi vis-à-vis du public licencié féminin. Tous les ans, on arrive à faire un bon petit stage avec 6 femmes. Et là aussi, on apporte des subventions importantes pour conforter ce public féminin. On aide à la formation et au passage des brevets pilotes, puisque, comme le disait Dominique tout à l'heure, il y a toute une cascade dans la formation qui amène peu à peu vers les niveaux supérieurs, formateurs, biplaceurs, etc. Et puis, donc, l'aide à la gestion des sites, au référencement, les subventions, toujours le nerf de la guerre, l'argent, bien sûr. Alors justement, comment vous voyez l'avenir du vol libre en Haute-Garonne ? Ça, en quelques mots, parce que le temps tourne. Ça, c'était une sacrée question, et je pense qu'il y a 3 pôles. Il y a une dynamique jeune et souvent diplômée à Toulouse. Et tout à l'heure, on parlait d'Étoiles du Sud. C'est un peu eux qui récupèrent et qui encadrent et qui accompagnent ces jeunes montants. Enfin, jeunes, là, on est plutôt sur du 25-40 ans, on va dire. Un site majeur à Arbas, c'est ce que je disais tout à l'heure, où il y a d'autres sports qui se développent. On connaît la spéléo à Arbas, le pump track, la rando, etc. Et avec un pool d'anciens qui rendent ce site particulièrement accueillant. On doit être le site le plus accueillant de France, ou pas loin. Chauvin. Non, pas du tout. Et puis un site à redécouvrir et à mettre en valeur, parce qu'il est un peu compliqué au niveau parapente, pourtant il est absolument extraordinaire, c'est Luchon, parce que sa grosse activité touristique, sa nouvelle remontée mécanique, et puis bientôt la nouvelle ligne de train. Alors c'est un peu un rêve, quoi, mais on pourrait imaginer les jours de beau temps, un train qui partirait de Toulouse chargé de parapentistes, ce serait quand même la classe, quoi. Et alors Dominique, tout à l'heure vous vouliez nous donner des chiffres pour conclure. Quels sont les chiffres que vous voulez nous donner ? Quelques chiffres, un petit peu comme j'ai présenté notre activité en partant de la fédération. Donc la fédération, c'est 44 000 licenciés aujourd'hui. Quand on parlait beaucoup du parapente, le parapente, c'est 34 000 licenciés sur l'ensemble déjà. Donc c'est-à-dire une grosse partie. Quand je descends au niveau de la Ligue, on est pas loin de 5700 licenciés. Et comme on parle également d'évolution, il faut savoir qu'en 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, on était 4700. Donc on a gagné 1000 licenciés en 5 ans, malgré le passage du Covid au milieu de tout ça. Et si je descends après au niveau donc, du CDVL, CDVL, c'est 660 licenciés, dont 634 parapentistes, où là il y a une très grande majorité de parapentistes, mais il n'échappera à personne qu'on n'a pas la mer chez nous. Donc on n'a pas de caille. Ça c'est clair. Il faut aller la chercher, mais elle est un peu plus bas, oui, tout à fait. Un dernier mot, on est sur la fin, là on est même hors délai, mais c'est pas grave. Un dernier mot pour conclure, Hervé, avec toi, sur les personnes qui voudraient se lancer dans le vol libre. Il faut qu'ils y aillent, il faut se lancer, comme tu dis, il faut pas hésiter. Et pour ça, c'est ce que disait Dominique, le mieux souvent, le premier pas, c'est du vol en tandem, en biplace. Et pour ça, soit avec la filière pro, toujours à Arbas, l'école Surfer, ou à Luchon, l'école Soaring, et il y en a d'autres. Et puis sur tous les autres spots pyrénéens, Moulis, Val-Louron, Aucun, etc. Enfin, à chaque fois qu'il y a une vallée, il y a une école, il y a de quoi faire des biplaces pro. Il y a aussi des biplaces donc associatifs, alors entre autres avec la fête du parapente d'Arbas, qui est le 2e week-end de septembre, ou aussi en prenant contact avec les clubs, avec l'Étoile du Sud par exemple. Donc là, il faut voir leur site internet. Et puis carrément, il y en a qui sautent le pas et ils vont faire un stage d'initiation. Alors en gros, il faut compter 5 jours, à peu près 600 €. Et là, toujours pareil, les différentes écoles qu'on a sur nos différents sites. Et puis, sinon, pour chercher l'information en général, toutes les infos sont sur nos différents sites. Et là, c'est facile à décliner. ffvl.fr, lovl.fr et cdvl31.fr. On a aussi des Facebook, du WhatsApp, des boucles WhatsApp, etc. Et surtout, allez essayer. Merci beaucoup à tous les deux pour cet entretien. Bonne continuation pour l'ensemble de vos projets. Vous êtes les bienvenus dans l'émission quand vous voulez. Merci beaucoup. Et tout de suite, place à la prolongation avec le quiz. Et si on parlait de sport, la prolongation.
Retour dans l'émission, et si on parlait de sport avec la prolongation et le quiz. Donc on va poser des questions de ski au vol libre et inversement des questions de vol libre au ski. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. On va commencer avec la première question pour le ski. Quelle discipline ne fait pas partie du vol libre ? Le parapente, le deltaplane ou le parachutisme ? Le parachutisme. C'est une bonne réponse. Voilà, on va enchaîner avec le vol libre. Donc, combien de stations de ski sont regroupées dans le comité ski Pyrénées-Occitanie ? 3 possibilités de réponse. A, 15, B, 31, C, 45. Combien de stations de ski sont regroupées dans le comité ski Pyrénées-Occitanie ? 15, 31 ou 45 ? 45. Et alors, la bonne réponse était 31. 1-0. Deuxième question pour le ski. Quelles sont les qualités nécessaires pour pratiquer le vol libre ? Première réponse, force physique et endurance. Deuxième, calme, concentration et sens de l'observation. Troisième réponse, rapidité et réflexe. La 2. Excellent. Ah, bravo. Voilà, là c'est parti. Alors on y va, on continue avec le vol libre. Donc le comité ski Pyrénées-Occitanie regroupe combien de départements de la région Occitanie ? 8, 10 ou 13 ? 8, 10 ou 13 ? Combien de départements ? Combien on en a, nous ? 10, non ? 10. Allez, 10. Allez, ça est reparti. 2-1. Allez, les affaires reprennent. Troisième et dernière question pour le ski. Quelle discipline de vol libre est connue pour atteindre des vitesses élevées grâce à sa structure rigide ? Le deltaplane, le cerf-volant ou le parapente ? Le deltaplane. C'est un sans faute. C'est un sans faute. On va continuer pour le sport quand même. Question 3. Quelle station pyrénéenne a accueilli une épreuve de Coupe du Monde de ski slopestyle en 2019 ? Luzardiden, Font-Romeu ou Cauterets ? Font-Romeu. Bravo, 2-1. Bon alors, comme on est sport, messieurs, on va quand même poser la question subsidiaire. C'est-à-dire que là, c'est au premier qui répond. Il faut mettre la petite clochette entre vous deux quand même. Ah ouais. Voilà, et c'est le plus rapide qui répond. Alors attention, voilà, on se positionne. Petite question générale. Hein. Donc là, ça touche tous les sports. Attention, vous êtes prêts ? Au plus rapide. Hein. Quel type d'exercice est particulièrement recommandé pour renforcer la santé cardiovasculaire ? La marche à pied. Attention. La marche à pied. Attendez, j'annonce les résultats. Ça va très vite. On recommande les réponses possibles. A, musculation. B, yoga. C, natation. Et D, sprint. Natation. Voilà. C'est une égalité parfaite. Voilà. Allez. Voilà, merci pour votre participation. C'est la Merci. fin du match. Et tout de suite, l'agenda de la semaine avec les grands rendez-vous sportifs. Et si on parlait de sport ? Fin du match. Oui, c'est la fin du match et de cette 75e émission avec les rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs. Oui, du 19 au 24 novembre, vous pouvez retrouver du badminton avec le Masters de Chine, Super 750 à Shenzhen. Mercredi 20 novembre, basket Euroleague Femmes, Basketland contre Salamanque et en football, Ligue des Champions Femmes, Lyon contre Rome. Le jeudi 21 novembre, du basket avec l'Euroleague, Monaco affrontera Lasvel et Istanbul affrontera Paris. Le vendredi 22 novembre, handball, Licky Molly Starleague, Toulouse contre Ivry, Dunkerque contre Montpellier et Nîmes contre Saint-Raphaël. En rugby, test match automne, il y aura le fameux retour, donc France-Argentine. En football, Ligue 1, 12e journée avec le Paris Saint-Germain qui affrontera Toulouse. Et en Ligue 2, 14e journée, Caen affronte Rodez. Du 21 au 23 novembre, de l'auto avec la Formule 1 et le Grand Prix de Las Vegas aux États-Unis. Samedi 23 novembre, basket, la Boulangère Wonder League, 6e journée, Tarbes contre Lattès Montpellier. Volley, Marmara League, Spike League, 10e journée, Toulouse contre Sète, Narbonne contre le Plessis-Robinson. En Ligue A féminine, 10e journée, Béziers-Quimper. Il y aura aussi le cyclocross avec la Coupe du Monde Hommes à Anvers, en Belgique. Et en football, Arkema Première Ligue Femmes, 9e journée, Saint-Étienne avec un gros derby, Saint-Étienne contre Montpellier. Et en football Ligue 1, 12e journée, il y a aussi un nouveau derby, un doublé avec Saint-Étienne-Montpellier. Et le dimanche 24 novembre, du ski alpin avec la Coupe du Monde Slalom Homme en Finlande. Et nous avons aussi une information spéciale avec le Tour de France féminin cette fois-ci, Tour de France 2025. Ce parcours de la 4e édition Tour de France Femmes avec Swiss, ce qui se tiendra
pour la première fois sur 9 jours, du 26 juillet au 3 août prochain, a été dévoilée au Palais des Congrès de Paris par sa directrice Marion Rousse. Quelques informations qu'elle nous donne. Le grand départ sera donc donné en Bretagne pour lancer le peloton sur un trajet qui met le cap sur les Alpes en passant par le Massif central. Après le final haletant des Alpes d'Huez en juillet dernier, les coureuses ont un rendez-vous crucial lors de l'arrivée au col de la Madeleine. Mais l'explication pourrait se produire le dernier jour jusqu'à la station de Châtel, au cœur des Portes du Soleil. Sur le modèle de l'étape du Tour de France, dont la 33e édition sera organisée du 20 juillet entre Albertville et La Plagne, des milliers de cyclosportifs pourront prendre part aussi le 2 août à la première édition de l'étape du Tour de France Femmes avec suite sur un tracé plus accessible entre Chambéry et le col de la Madeleine, juste avant d'assister au match des championnes. La diagonale des Rennes, une large diagonale s'étend sur la carte de France avec plus de 1000 km à vol d'oiseau séparant Brest de la station alpine de Châtel et 1165 bornes de pédalage au total pour les coureuses qui se départageront pour la première fois pendant 9 jours sur le Tour de France Femmes avec Zwift. C'est d'abord dans le Morbihan que le peloton démarre son séjour breton par une étape tracée entre Vannes et Plumelec, dont le final est familier aux puncheuses qui se sont imposées au sommet de la côte de Cadoudal à l'occasion du Grand Prix du Morbihan. Le lendemain, dans le Finistère, il faudra aussi de l'explosivité pour surgir à Quimper, dans la bosse sur laquelle Peter Sagan s'était imposé en 2018. Le parcours 2025 visite ensuite des terres de sprint à Angers, étape 3, autant qu'à Poitiers, étape 4, avant de proposer des reliefs de plus en plus exigeants, dans la Creuse en faisant route vers Guéret, étape 5, et surtout en allant tester des jambes des grimpeuses dans le département du Puy-de-Dôme, sur l'ascension du col du Béal au col du Chancer, étape 6. Après le Massif central, une approche progressive des Alpes entre Bourg-en-Bresse et Chambéry, étape 7, laissera pourquoi pas une chance aux échappées à condition qu'elles soient en mesure d'enjamber le col du Granier sans faiblir. Il est en revanche beaucoup plus réaliste de tabler sur une bataille des favorites pour le maillot jaune dans l'étape des Rennes pour une arrivée inédite sur le tour au col de la Madeleine, étape 8, à 2000 mètres au-dessus de la mer et au terme d'une indomptable montée de 18,6 km à une pente moyenne de 8,1%. L'histoire ultra récente enseigne que rien n'est joué avant la dernière étape. L'avertissement est d'autant plus valable que durant les 124 derniers kilomètres à parcourir entre Pras-sur-Arly et Châtel, 9e étape, la championne en jaune devra résister à ses rivales en se hissant au col des Jouplanes et garder son sang-froid en plongeant sur Morzine avant d'entrer dans le final. Au programme de la semaine prochaine, envie de glisser, performer ou simplement découvrir un univers unique, venez découvrir la magie de la glace. Les sports de glace allient performance, créativité et adrénaline. Ils sont accessibles à tous, que vous soyez débutant, amateur ou compétiteur. Saviez-vous que les sports de glace ne se limitent pas au patinage artistique ? Lancez-vous à la découverte de ces multiples disciplines, le patinage synchronisé, l'harmonie d'une équipe sur la glace, la danse sur glace, la grâce et la technique en duo, le ballet sur glace, un spectacle qui allie sport et art, le short track, bobsleigh et skeleton, sensations fortes garanties, ou encore le curling, stratégie et précision sur la glace et bien plus encore. Alors prêt à franchir le pas, que ce soit pour découvrir le plaisir de glisser ou pour vous engager dans une discipline sportive ? Rendez-vous la semaine prochaine. En deuxième mi-temps, envie de découvrir des sports dynamiques et spectaculaires, le ski nautique et le wakeboard. C'est l'art de glisser sur l'eau, tiré par un bateau ou un câble, tout en réalisant des figures impressionnantes et des sauts incroyables. Avec le ski nautique, vous pourrez pratiquer plusieurs disciplines. Avec le slalom, zigzaguer entre les bouées avec précision, les figures, enchaîner rotation et acrobatie en 20 secondes chrono, le saut, franchir une rampe pour les vols de plus de 60 mètres, le combiné, dépassez-vous sur toutes les disciplines, où vous pourrez aussi choisir le wakeboard. Avec le wakeboat, utilisez les vagues du bateau pour des sauts époustouflants, le câble wakeboard, tester des rampes et des rails dans les wakeparks, le wakesurf, surfer des vagues du bateau sans corde, et le wakeskate, des figures freestyle sur une planche sans fixation. Ces sports mêlent technique, créativité et adrénaline, séduisant les amateurs comme les compétiteurs, prêts ou prêtes à glisser vers de nouvelles sensations. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci à Michel Bertranuc, Patrice Reynaud, Pierre Faure, Jean-Luc Fouin, Hervé Robert et Dominique Ménez pour votre participation dans l'émission Et si on parlait de sport ? C'est la 75e émission de Et si on parlait de sport. Merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter, à partager sur les réseaux et à vous abonner à notre chaîne YouTube Et si on parlait de sport. Un grand merci à nos partenaires, le Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne,
Profession Sport Animation 31, Semper Connect et LG Consultant pour leur contribution précieuse à la réalisation de cette émission. Merci à Sébastien Couratin, notre partenaire informatique Semper Connect, pour l'ensemble du suivi réseau informatique, plateforme podcast, site internet et ses conseils avisés. Merci Pauline Gaston-Conduite, journaliste et co-animatrice de l'émission, pour son aide précieuse à la préparation et à la réalisation de cette émission. Merci à toi Laurent, merci de votre fidélité et rendez-vous pour une nouvelle aventure de... Et si on parlait de sport la semaine prochaine.